Avant d'écouter votre épisode, je me permets de vous parler de quelque chose. En septembre, je lance officiellement mon studio créatif pour aider les indépendants et les entreprises à créer leur contenu et plus précisément leur podcast. En ce sens, si ce projet est dans un coin de votre tête, j'aurai besoin de 5 minutes de votre temps pour répondre à mon enquête qui se trouve dans les notes de l'épisode. Merci infiniment par avance. Bonjour et bienvenue sur Histoire de Dubaï, le premier podcast francophone sur Dubaï et sa région. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc décidé de montrer une autre image de Dubaï à travers plusieurs formats d'épisodes. Des interviews des francophones qui vivent et ou entreprennent dans tous les domaines, des reportages en insider, mais également des chroniques culture ou lifestyle. Si vous aimez le podcast, la meilleure manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, d'en parler autour de vous ou de partager votre épisode préféré en story Instagram. Aujourd'hui, je suis avec Mohamed, créateur de MyFarm. Hello. Hello Laura. On est vraiment trop bien ici, on vient de faire la visite de toute la ferme, donc c'est génial. Est-ce que tu peux rapidement te présenter aux auditeurs et expliquer le concept de MyFarm et comment t'es venue l'idée ? Alors, je suis Mohamed Daïsaoui, le CEO et fondeur de MyFarm Dubaï. Alors, je suis venu aux Émirats il y a à peu près 4 ans. Je suis né dans le sud de la France et j'ai grandi dans une ferme avec mes grands-parents. Et par la suite, j'étais ingénieur. Donc en ingénierie en France, on apprend un peu tous les domaines. Des domaines notamment liés à l'ingénierie, à l'énergie, à tout ce qui est automatisation des systèmes, etc. Et quand je suis venu ici à Dubaï, en fait, j'ai très rapidement vu que on a les plus beaux buildings, les plus belles voitures, on a énormément de choses immenses ici et magnifiques. Mais quand on vient à parler de la nourriture, tout le monde se plaint de la qualité des produits frais. Ouais, c'est vrai. Donc, et l'idée a démarré en fait avec des workshops avec des enfants. Alors quand je suis arrivé ici, j'avais pris, par réflexe, les semences de mon grand-père dans mon bagage. Et sans penser réellement que j'allais créer une ferme ou quoi que ce soit. C'est juste se faire suivre l'héritage. Et en fait, un jour, en fait, dans mon compound, on avait plein d'enfants et qui cherchaient à faire des activités liées au sol, liées aux plantes. Et on a partagé ces semences-là. D'accord. Voilà. Donc ce jour-là, on a commencé à planter quelques graines dans un sol qui n'était pas du tout préparé. Ok. En face de, souvent en face de nos maisons, on a des petits carrés qui ne sont pas utilisés. Ouais. Ou très peu, avec des plantes qui ne servent pas à grand-chose. Et en fait, on a commencé à planter dans cette zone-là. C'était juste avant l'été, il me semble que c'était 2018. Ouais, donc c'était très récent. Voilà. Et en fait, le manager des zones vertes est venu nous voir et il a dit Monsieur Mohamed, c'est inutile ce que vous faites, quoi. Il va faire super chaud. Je dis en fait, moi je ne fais rien. Ce sont les enfants qui plantent et ils apprennent à planter. Et à la rigueur, c'était ça la valeur, tu vois. C'était pas l'idée de récolter des fruits et légumes directement, mais d'apprendre à planter. Et 2 mois après, ce manager-là était parti en vacances c'était la saison du Ramadan. Il est parti en congé et quand il est revenu toquer à ma porte. Et en fait, il y avait c'était des concombres et des melons qui étaient partis sur la route. Et, c'était un truc énorme. Waouh. Donc la chaleur n'avait pas du tout en fait empêché. À partir de ça, exactement, je me suis dit, regarde, si des enfants de 2 à 5 ans arrivent à faire quelque chose dans un sol qui n'est pas réellement préparé avec des semences de qualité, que peut-on faire en tant qu'adulte, ingénieur, avec un peu plus de moyens, un peu plus d'ingénierie derrière tout ça. Donc par la suite, j'ai créé MyFarm. MyFarm, c'est vraiment l'idée de faire l'utilisation des low-tech et combiné avec des nouvelles, de la new tech, de la nouvelle technologie, de la nouvelle technologie qui est saine pour nous. Donc on va utiliser des systèmes d'irrigation performants, contrôle d'humidité, contrôle de température,
On va essayer de faire des planifications sur des schémas, etc. pour le staff, pour rendre tout ça facile, tout en fonctionnant avec l'ancien système en fait. D'accord. Ce que faisaient nos grands-pères, travailler avec les animaux. Les excréments vont faire du fumier, du compost. Ce compost revient au terrain, le terrain réalimente les plantes réalimentent les animaux, et ainsi de suite. D'accord. Totalement clos. Et ça a été facile à créer, comment tu t'es pris concrètement pour lancer en fait le projet par rapport en plus aux autorités émiraties qui j'imagine ne sont pas forcément... c'était la première fois qu'elles voyaient un tel concept. Alors exactement, ça n'a pas été facile du tout, et justement pour la raison pour laquelle j'ai commencé step by step, parce que pour moi aussi c'était totalement différent et nouveau. Quand tu fais de l'agriculture en France, et quand tu fais de l'agriculture aux Émirats, dans le désert, dans un climat désertique, c'est totalement différent. Les saisons vont changer, ce que tu espères faire pousser ne fonctionne pas forcément. Donc la première chose, c'est que j'ai utilisé mon propre jardin comme un laboratoire. Ouais, un test and learn en fait. Voilà, un test. Et en fait, on a eu quelques journalistes qui ont parlé de nous. Et j'ai eu notamment une famille locale qui a été sensible à ma démarche et qui m'a invité à faire des tests en échelle un peu plus grande dans leur ferme familiale. Donc de ce pas, on a fait des essais, il y a eu énormément de pertes, j'ai appris énormément sur le terrain en fait, ici aux Émirats. Et pour avoir ce que l'on voit aujourd'hui pousser dans la ferme, on a perdu des milliers et des milliers de plantes. Ouais. Donc on a planté, sauf que quand on perdait une plante, on replantait aussitôt. D'accord. Donc on perdait pas de temps. Et même si c'était hors saison. Ouais. Et justement, c'est à ce moment-là que l'on a vu qu'il y avait une différence avec d'autres systèmes, parce qu'on repoussait les limites en fait de résistance. D'accord. Quand un sol est vivant et nourrit les plantes de façon correcte, en fait on a besoin de moins d'eau. On a les bonnes semences, donc elles vont puiser les nutriments toutes seules. Donc c'est tout un système que l'on doit créer pour fonctionner en symbiose. D'accord. Et tu nous confirmes que tu es le premier, personne n'avait lancé un tel concept aux Émirats avant ? Alors il y a une dame qui a créé ça sur une ferme sur Sharjah, mais pas aussi abouti. Alors les fermes organiques ici vont surtout utiliser des engrais liquides, bien qu'ils soient organiques. Donc du coup ça va alimenter les plantes et pas le sol. Okay. C'est un peu la différence dans ce projet-là, c'est qu'on va nourrir le sol et les plantes on ne les nourrit jamais. Donc c'est le sol avec sa biomasse, avec sa vie, ses enzymes qui vont être créées par des champignons, par des bestioles qui vont vivre dans le sol, qui vont creuser, créer des galeries, apporter de l'oxygène aux racines. Donc tout ce système-là, c'est une première où on a fait vraiment ici 600 mètres cubes de compost avant même de commencer la ferme en fait. On a remis une grosse machine qui est venue nous aider pour faire le compost et on a fait ça pendant plus d'un mois et demi. D'accord. Donc c'est conséquent. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver du coup à MyFarm ? Alors l'idée c'est pas de créer seulement une production alimentaire, c'est vraiment de nourrir les gens sur différentes sortes. On est en période de Covid et on cherche aussi à apporter de l'oxygène. Les gens ont besoin de venir respirer, ne serait-ce que entendre le chant des oiseaux, voir des abeilles butiner, voir tes enfants récolter, reliés avec la terre. Tout ça, c'est une nourriture qui est différente, mais ça reste une nourriture en soi. Ouais. Après, en termes de nourriture directement, on va avoir des tomates. On a fait un musée des tomates avec différentes variétés de tomates qui peuvent satisfaire tous les goûts, entre guillemets. On a des tomates qui sont très fortes en goût, d'autres qui sont plus douces, d'autres qui sont plus acides, d'autres qui sont plus chargées en eau. Et du coup, on va travailler comme ça avec les chefs aussi, et les chefs vont venir sélectionner en fonction de leurs besoins, le type de légumes, le type de variété. On va avoir par exemple 25 variétés de basilic. Ouais. On en a bu 4 mélangés dans un thé qui donne un goût de bonbons, un goût parfumé de fleurs. Voilà, donc on va essayer de travailler toutes ces variétés-là pour amener une palette de goûts, une palette de couleurs, une palette de taille, de texture, tout ça à nos adhérents, quoi. Ok, et tu as aussi des animaux, donc Exactement, là comme on avait parlé, on a vu les poulets se balader dans la... Alors c'est aussi en symbiose avec les plantes, parce que tu as vu, on a quelques petites bestioles qui viennent manger les feuilles, les chenilles, etc. En fait, si on regarde bien, la poule, c'est une des meilleures technologies. Quand tu analyses une poule, juste tu la regardes 5 minutes, tu vas voir que la tête bouge super vite. Elle vient sélectionner nettoyer les plantes automatiquement,
nettoyer le sol, gratter le sol, donc aérer le sol. Tout ça de façon gratuite, et j'ai envie de même dire plus que ça. Elle nous apporte une valeur parce qu'elle vient fertiliser les sols là où elle gratte. Donc en même temps, elle gratte et elle vient remettre de l'engrais. Les enfants comprennent qu'il faut prendre soin des animaux. Que c'est pas une chicken nuggets qui arrive dans une barquette. C'est une vie. Alors je ne suis pas vegan, mais je mange très peu de viande et je vais essayer de favoriser vraiment les circuits courts ou prendre la viande de qualité pour la savourer. Et je veux vraiment que les enfants prennent conscience que c'est une vie qui demande du temps, qui demande à être nourrie. Et ça ne vient pas dans une barquette avec une chapelure, quoi. C'est clair. Ici, tout est bio ou non? Alors, tout est bio, et j'ai envie de dire même plus. Parce que pour être bio, on a un certificat et on doit montrer patte blanche et on doit donner la provenance des graines, la provenance des engrais, la provenance, bien qu'il soit bio, on doit montrer la traçabilité. Alors ici, à la ferme, on produit tout ça. En fait, on produit nos semences de A à Z. On utilise les poules pour nettoyer en tant que pesticide et on fait notre propre neem. On a une neem oil, parce que le neem, c'est un arbre qui agit comme un... Mais on l'utilise très très peu. Ce sont les cuves qui se trouvent sur la gauche et on l'utilise quasi pas en fait. On va utiliser le système écologique pour être équilibré. La meilleure preuve, c'est qu'on peut voir, en fait, on a plein de bestioles qui vivent sur les plantes. Et on va utiliser les coccinelles, par exemple. Je vais te montrer un peu plus tard sur la greenhouse derrière. On a un nid à coccinelles et en fait, on récupère les coccinelles et on les met sur les autres plantes. Ah ouais. Donc du coup, la larve de coccinelle va manger les pucerons et va en manger plus de 150 par jour. Donc c'est naturellement nettoyant. Voilà. D'accord. Et deux petites questions pour finir. Tu me disais donc que les restaurateurs venaient directement se fournir ici. Tu as quel type de personnes en fait qui vont venir utiliser tes produits, des particuliers ou plus? Alors exactement, on ferme pas du tout les portes à un genre de clientèle. On fournit autant les grands chefs que tout le monde, les restaurants, les hôtels et les personnes comme vous et moi. On fait des box, les gens viennent aussi récolter et apprécier la récolte en famille. Donc c'est vraiment l'idée de faire surtout avec des gens, de travailler avec des gens qui comprennent ce que l'on fait. Ouais. L'idée, c'est de faire grandir la ferme. On est vraiment au tout début et on utilise les fonds que l'on ramasse pour développer la ferme dans un sens et une vision que l'on a et on essaye de la partager au maximum avec vous. Voilà. D'accord. Chouette, c'est réussi. Et on va finir, si tu pouvais me citer une grande victoire et un grand défi, peut-être échec dans ton aventure entrepreneuriale, enfin quelque chose qui a été compliqué pour toi. Alors, grand échec, c'est très difficile. Pour moi, il n'y a pas d'échec, parce qu'en fait, dans une ferme, on est constamment lié à des échecs. Tu as constamment une pompe qui tombe en panne, tu as constamment un tuyau qui se bouche. En fait, ce ne sont pas des échecs, ce sont des challenges. On va venir, aujourd'hui on a un système et on va le passer en priorité. Alors ça, c'est vrai que c'est parfois dur de l'expliquer à nos clients. Par exemple là, on a une récolte et on fait le truc, on est dans un environnement, on le fait, mais admettons que l'on ait une priorité, une urgence, avec les animaux, avec quelque chose, en fait on doit partir. Ouais. On doit aller le faire parce que sinon on ne va plus avoir d'eau, ou si on n'a plus d'eau, les animaux ne vont plus avoir d'eau, etc. Donc il y a des choses qui peuvent prendre des priorités. Ouais. Au-delà du challenge de faire de l'éducatif. Ouais. Donc voilà. Après, si je peux mettre le doigt sur quelque chose, le plus gros challenge aux Émirats, c'est de travailler avec les hommes, de faire comprendre en fait. C'est un cadeau à la fois et en même temps un gros challenge, mais on a toutes les communautés de représenter aux Émirats et parfois on n'a pas tous la même sensibilité. Donc il faut, tu vois, par exemple au zéro plastique, au zéro déchet, de ne pas polluer l'environnement. On est encore en train de s'accorder un peu tous autour de ça. Et c'est, je pense, un des plus gros challenges que l'on a avec la ferme. C'est d'essayer d'accorder un peu tout le monde autour de ça. Mais tout le monde est à peu près d'accord. Tu sais, quand on parle de nourriture, la nourriture est vraiment une des seules choses, une des meilleures choses, je pense, pour réunir tous les pays du monde. Et c'est la raison pour laquelle on a créé My Farm également. On a récolté aussi toutes les semences, des semences qui viennent du monde entier. Donc l'idée, c'est pas de se focaliser que sur l'héritage français. On a démarré avec cet héritage français,
Mais maintenant, ça grandit avec des semences Et de tu toute... nous expliquais justement le savon tout à l'heure, si tu peux juste nous expliquer, qui était un cumul en fait de multi. Le savon. Oui, le savon. Alors le savon émirati, c'est vrai que on a fait. Alors tout d'abord, l'histoire du savon, c'est que on a créé le savon au tout début pour nous-mêmes, pour la ferme. On a créé un savon et en fait, on voulait acheter un savon, sauf que les savons organiques sont extrêmement chers. Et bien souvent, les savons organiques handmade sont toujours roses, bleus, avec des pigments de couleur qui n'ont rien à faire en fait dans un savon, ou avec des parfums qui sont d'origine, des fragrances qui viennent de la pétrochimie ou des choses comme ça, tu vois, bien qu'ils soient bio. Alors c'est pas réellement ce que je voulais, parce que le savon ici, dans le cahier des charges, c'est de réutiliser l'eau. En fait, quand on se lave les mains à la ferme, quand on se lave les mains, en fait, l'eau, on utilise énormément d'eau pour laver les graines et tout ça. Donc, quand on fait cette production de graines, toutes ces quantités d'eau peuvent repartir dans le système d'irrigation pour les arbres. Donc, quand on se lave les mains, quand toi, tu te laves les mains à la ferme après une harvest, en fait, toute cette eau-là, elle est renvoyée dans le circuit d'irrigation. Si on utilise un savon avec des colorants, avec des parfums de synthèse, etc., ça va tuer les plantes. Ah, bien sûr. Donc c'est la raison première. Donc notre cahier des charges a été de faire un savon. Et quand on l'a fait avec de l'huile d'olive vierge. D'accord. Donc on l'a fait le premier jour, c'était pour être totalement transparent, on l'a fait dans notre cuisine. Ouais. Sauf qu'au fur et à mesure, on en a fait beaucoup. Pour être rentable, on en a fait un peu plus. On a commencé à l'offrir à des amis. Ouais. Et ces amis-là nous ont demandé de leur vendre parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur donne. Donc on a commencé à le vendre à petits cercles autour des amis. Et sauf que petit à petit, les gens me disaient l'ami d'un ami en voulait, avait de l'eczéma, avait ça, et l'avait essayé et ça avait marché, donc voulait devenir client. Donc on l'a envoyé au laboratoire, Dubai Laboratory, on l'a fait tester et on s'est retrouvés. En fait, ils nous ont dit que c'était un des meilleurs savons qu'ils avaient testé. Donc au final, maintenant on fait différentes variantes à la ferme, notamment avec des plantes infusées avec nos épices et nos plantes naturelles qu'on fait infuser dans l'huile. Et le dernier savon dont tu parlais, et le savon émirati, en fait, on a fait un savon émirati avec le rouge, le vert, le blanc et le noir. Le rouge, c'est mes origines marocaines, l'argile qui vient du Maroc. Le vert, c'est l'argile française, là où je suis né et j'ai grandi. Et le blanc, c'est le camel milk, donc là où je vis, la terre qui nous nourrit, entre guillemets. Et le charcoal, c'est le palm tree, c'est les palmiers dattiers, en fait, que l'on fait local et qu'on utilise aussi dans le savon qui détoxe la peau naturellement. Donc c'est vraiment important de créer des histoires comme ça autour des produits et de les expliquer comment on fonctionne. Ouais. Voilà. Et merci beaucoup. Merci à toi Laura en tout cas pour ta visite. C'était un grand plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt.